ça a fait que je me suis dit: finalement, quand on écoute les autres, il se passe quand même beaucoup de choses. C'est un bon mélange. Enfin, il faut avoir, de l'ambition, il faut être, quelqu'un qui ose, pour faire de l'entrepreneuriat, mais je pense qu'on a un peu tendance à caricaturer ça, à dire: «Ah bah voilà, enfin, il y a rien qui l'arrête, elle a pas froid aux yeux, et cetera». Bah, ça suffit pas finalement. Il faut, on est dans une société qui se construit avec, beaucoup d'individus et donc forcément, on a qu'à enfin, il y a qu'à gagner du point de vue des autres. Et en fait, je pense que ça doit être la partie la plus belle de mon métier. C'est que chacun de nos utilisateurs, c'est une véritable inspiration, en fait, dans la manière dont ils se battent, pour vivre et pour vivre des sensations, les plus belles, les plus fortes, enfin voilà, et partager leurs émotions. Il y a plusieurs, patients qui ont écrit des livres, qui sont, plus merveilleux les uns que les autres. Chacun a écrit avec les yeux, évidemment. Ouais. Et du coup, c'est impossible, en fait, en faisant des rencontres pareilles, de s'arrêter. Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur entrepreneur et je me pose beaucoup, peut-être un peu trop de questions. Je me pose des questions sur le bonheur et l'amour, sur l'écologie et le vivant, sur l'espace et le cosmos, sur l'humain et le cerveau, ou encore sur la société et notre place dedans. Et plus récemment, face à la crise écologique, je me demande ce que je peux faire et comment avoir un impact. Je me demande comment contribuer à la construction d'un monde que nous serons fiers de transmettre à nos enfants. Alors pour trouver des réponses et pour explorer des pistes concrètes, je vais chaque semaine à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées, qui bâtissent un futur qui donne le sourire et qui m'inspire. Et spoiler alerte, on a plein de réponses et de bonnes raisons d'espérer. J'espère qu'écouter leurs témoignages t'aidera à trouver des réponses, à avancer sur ton chemin et peut-être même à changer d'air. Bonne écoute! Comment communiquer quand on ne peut bouger qu'un œil, quand on est entièrement paralysé? C'est la question que Sarah Mougarbel s'est posée quand elle a découvert la maladie de Charcot. La paralysie que provoque la maladie a bouleversé Sarah, et c'est pour résoudre ce problème qu'en fait elle a créé WISE, qui signifie When Your Eyes Speak. Avec son équipe, elle a développé des lunettes connectées qui permettent à ces personnes atteintes de la maladie et paralysées de parler, de communiquer, mais avec leurs yeux. L'histoire de Sarah, c'est celle d'une jeune femme talentueuse, curieuse, bouleversée et décidée à aider des patients qu'elle avait rencontrés. Elle a décidé de se lancer dans une aventure entrepreneuriale à l'époque sans aucune expérience, et 7 ans plus tard, elle la raconte avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de recul. Sarah m'a vraiment appris plein de choses. Elle m'a fait rire, elle m'a fait frissonner, presque pleurer, et je vous invite vraiment à découvrir son histoire fascinante depuis son enfance et sa passion pour les langues, jusqu'à la découverte de la maladie de Charcot et le lancement de WISE. Avec Sarah, on parle du lancement de la start-up de WISE, des idées qu'elle avait, des changements qu'elle a dû opérer, de toutes les erreurs qu'elle a faites. On parle de la maladie de Charcot, on parle de comment développer un produit deep tech, c'est-à-dire à partir d'une innovation, donc comment innover. On parle beaucoup d'écoute, de l'importance et du pouvoir de l'écoute. On parle de la possibilité d'avoir une entreprise qui a impact, mais qui est aussi rentable. Et on parle un moment très marquant, moi, qui m'a vraiment touché, de ces rencontres qu'elle a faites avec ses utilisateurs et de comment elle a co-construit ses lunettes avec ses utilisateurs. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sarah, bienvenue sur Changer d'air. Salut Clément. Merci beaucoup de me recevoir à Station F. Merci à toi de me recevoir sur ton super podcast, au contraire. Et non, je suis très heureux. C'est Camille Lugol qui nous a mis en relation, qui m'a dit qu'il faut absolument que tu parles à Sarah. Son projet va te parler de fou et ton projet m'a parlé. Sans spoiler, tu as plein de formations. Tu es ingénieur, tu as fait de la linguistique, de l'informatique. Ouais. Et là, depuis plusieurs années, moi j'ai 7 ans, mais tu nous expliqueras mieux. T'es fondatrice de WISE. Oui, exactement. Qui, je vais essayer de le dire, mais tu vas le dire mieux que moi après, qui propose une solution pour les gens qui ont atteint de la maladie de Charcot, donc qui sont complètement paralysés, pour leur permettre de communiquer via les yeux. Ouais. Trop bien. Ouais. Avant de parler plus de WISE, est-ce que tu peux nous dire comment était l'enfant Sarah? C'est une super question.
En fait, plus je grandis, plus je me dis que finalement, elle était pas si loin de Sarah aujourd'hui. L'enfant Sarah, elle était tout le temps de bonne humeur. Elle riait beaucoup. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir une enfance très heureuse. Et j'étais quelqu'un à qui on a appris que la curiosité, c'était loin d'être un vilain défaut. Donc je m'intéressais à beaucoup de choses. J'avais beaucoup d'énergie, beaucoup de hobbies, et puis surtout, j'étais vraiment hyper positive. Enfin, dans la mesure où j'ai grandi de manière très protégée entre guillemets. J'ai grandi avec Disney, tout ça. Je pensais qu'on vivait dans le meilleur des mondes. Et, et donc voilà, donc pas un souci en tête, entre guillemets. Trop bien. Non, une enfance curieuse. Et comment tu finis à faire plein d'études en même temps et à penser wise? Encore une fois, mes parents ont été très doués pour me cacher, pour me cacher peut-être les désastres de ce monde, pour me dire que voilà, il y a pas toujours des gens qui sont hyper bien intentionnés, que malheureusement pas tout le monde est égal sur cette terre. Et comme j'ai grandi avec ce mythe que tout était possible, du coup voilà, pourquoi pas faire 3 universités en même temps, c'était pas interdit. Trop bien. Et c'était quoi les thèmes et comment t'as choisi ça? Parce que une enfance heureuse et curieuse, ça te mène pas forcément en terminale à dire. C'est clair. Alors là où j'ai beaucoup de chance, c'est que mes 2 parents sont libanais, d'origine libanaise, et comme beaucoup de Libanais, on est trilingue à la maison. On parle français, anglais et libanais, et arabe. Du coup, enfin forcément, j'ai grandi avec beaucoup de langues. Et puis en 6e, j'ai eu la chance d'être au collège, puis au lycée Jean de La Fontaine, où j'ai pu choisir le japonais comme première langue, et puis l'espagnol en 4e. Et donc, en fait, le fait d'apprendre des langues, ça a été une grande partie de ma vie, et de ma manière de comprendre d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres manières de réfléchir, toutes ces choses-là. Et du coup, très vite, je me suis intéressée à la linguistique, qui est tout ce qu'on dit, pourquoi on le dit et comment on le dit. Donc c'est à la fois l'histoire de la langue, à la fois la grammaire, à la fois la gestuelle, à la fois les accents des gens. Enfin, voilà, c'est absolument passionnant sur la manière que les êtres humains ont de communiquer les uns avec les autres. Et donc je me suis inscrite à un double diplôme à la fac entre la Sorbonne Paris 4 et l'UPMC. C'était en linguistique et en informatique. Le but, c'était de faire un peu un truc comme Siri, quoi, sur l'iPhone. Voilà. Et puis, comme c'était très théorique comme diplôme, je me suis dit, bon, moi, il me faut un truc très pragmatique, très terre à terre, où j'apprends à faire des choses concrètes, d'où l'école d'ingénieur. Et donc, pour moi, l'un n'allait pas sans l'autre. Et d'où le fait de faire ces 3 diplômes. Et pour la petite histoire, la manière dont j'ai convaincu les gens de faire ça, enfin, Excuse-moi. la manière dont j'ai convaincu ces 3 universités d'accepter, c'est que je leur ai dit, bon, si je tiens pas le rythme, promis, j'abandonne l'autre formation. Et du coup, ils ont tous accepté. Et puis, premier semestre, pardon, tout s'est bien passé. Deuxième, troisième, et puis au final, on s'est plus posé la question, quoi. Trop bien, bravo. Et qu'est-ce que ça fait de parler plusieurs langues, à ton avis? Enfin, qu'est-ce que ça fait dans le fonctionnement, dans ton cerveau par rapport? Honnêtement, pareil, cette fois-ci, je vais beaucoup parler de mes parents. En général, je parle beaucoup moins d'eux. Mais je pense que ce qu'ils m'ont appris, c'est l'ouverture d'esprit. Et je pense qu'il y a... En tout cas, pour moi, la manière d'apprendre les langues, c'est vraiment à chaque fois une différente ouverture d'esprit. Et du coup, on dit souvent que quand on parle une autre langue, on a une personnalité qui est différente dans cette autre langue qui n'est pas sa langue maternelle. Et je pense que du fait d'en parler autant et de les parler de manière aussi maîtrisée, je pense que j'ai dépassé ce stade-là. Enfin, je pense vraiment être la même personne en français qu'en anglais, qu'en arabe ou qu'en espagnol, peut-être moins en japonais ou en italien, mais mais ouais, et c'est absolument passionnant de pouvoir faire des blagues, de pouvoir continuer d'exprimer sa personnalité dans des langues différentes. J'arrive pas à l'expliquer mieux que... Enfin, voilà, en fait, j'arrive difficilement à mettre le doigt sur... D'un point de vue extérieur, je me dis que tu dois... par le fait que tu as pris plein de langues, tu sais que si des gens peuvent parler d'autres langues, alors ils peuvent penser autrement que toi, et c'est très bien aussi. Ils peuvent ressentir différent que toi, et c'est OK, quoi. C'est pas tout comme la langue. OK. OK, merci. Et comment, au cours de ces études, t'es amené à monter
à lancer Wise? Ben, Si j'ai bien compris que c'était oui, au moment de oui, tes oui, études. c'est effectivement pendant mes études. Alors, en fait, quand j'ai fini mon triple cursus, il me restait entre guillemets plus que l'école d'ingénieur. Et juste avant de rentrer, donc en 4e année d'école d'ingé, j'ai entendu parler de la maladie de Charcot et du fait que les personnes soient complètement enfermées dans leur corps de par cette maladie, donc ils sont complètement paralysés, ils entendent, ils comprennent absolument tout ce qu'on leur dit, mais ils peuvent pas s'exprimer, ils peuvent pas répondre du fait de leur paralysie. Et en fait, ça m'a complètement bouleversée, j'en ai la voix qui est coupée, Ouais. rien que d'y penser. Mais de se dire que finalement, il y a des personnes, sur cette planète qui ont autant d'idées que moi, autant d'émotions que moi, qui ont, peut-être la capacité d'apprendre, autant de langues, voire beaucoup plus que moi Mmh. et qui sont pas capables de l'exprimer pour des limitations qui sont purement physiques. Ça m'a fait un sacré choc et en fait, j'ai entendu parler du fait qu'ils pouvaient bouger leurs yeux et je me suis dit: «Bah, s'ils bougent leurs yeux, c'est sûr, on va pouvoir se comprendre». Enfin, Ouais. je sais pas, on fait du morse avec les yeux, on fait une paire de lunettes, on met 2 capteurs dessus, enfin, c'est sûr, on va pouvoir, se comprendre et du coup, je me suis dit: «Bah, il y a forcément des solutions qui existent, pour faire parler ces gens-là» et c'était le cas. Il y avait déjà des solutions qui existaient et à l'époque, elles coûtaient 22 000 €. Alors aujourd'hui, il y en a encore qui coûtent 22 000 €. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des solutions qui sont plus à ce prix-là, Ouais. toujours très onéreuses, mais plus à ce prix-là. Mais du coup, je me suis dit: «Bon, 22 000 € pour dire bonjour, c'est quand même, Mmh. beaucoup». Concrètement, juste, ça marchait comment ces solutions? Alors ces solutions, ça marchait avec une Ouais. caméra infrarouge, une caméra optique qui vient détecter, le mouvement des pupilles de la personne Ouais. et du coup, les pupilles de la personne deviennent la souris au niveau de l'écran qui est contrôlé, donc l'écran de l'ordinateur et donc c'est comme ça qu'ils vont pouvoir aller, taper du texte sur un clavier, et OK. cetera. Donc c'est très complet, c'est très rapide. Par contre, c'est des solutions qui sont très complexes technologiquement et qui sont pas accessibles à tout le monde, juste d'un point de vue Ouais. technique. D'autre part, pour des questions de paralysie et puis la dernière chose, c'est qu'en fait, c'était les seuls sur le marché Mmh. et donc forcément, ben, ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent Ouais. et donc l'idée, c'était un peu enfin, en fait, avant pour en revenir à ta question de comment s'est lancé le projet, l'idée, c'était de se dire: «Ben, moi, je suis étudiante, j'ai du temps, j'ai des ressources, mon école, d'ingé me dit: «Tu un projet d'études à faire, Et tu et cetera». Donc du coup, j'ai dit: «Bah, super, pour mon projet d'études, j'ai envie de passer du temps à faire une solution pour ces gens-là et puis moi, comme je suis étudiante, j'ai pas besoin de me faire «d'argent» entre guillemets, j'ai juste à apporter une solution et en fait, c'est, en développant le projet alors notamment, au bout de 2 ans de développement, on a déposé un premier brevet sur la technologie, on était trop Bravo. fiers et du coup, ça nous a amenés au concours Lépine à Paris, Oh! donc on Tu est as le trop droit de con dire sur quoi tu as fait ce brevet ou pas? oui, oui, bien sûr, parce que maintenant c'est breveté. Quelle était l'innovation? L'innovation, c'était que, nos lunettes, elles s'adaptaient à la fatigue progressive de l'utilisateur quand il les utilise. Parce que même si on a fait quelque chose qui est relativement simple, Mmh. confortable, et cetera, bah, forcément, à force de cligner des yeux toute la journée ou à force de les utiliser toute Ouais. la journée, la personne va se fatiguer progressivement et du coup, en fait, notre algorithme de détection s'adaptait à cette condition-là. Mince. Donc voilà et grâce à ça, bah, on a pu aller au concours Lépine défendre notre innovation. On a eu la médaille d'or, on était hyper contents, voilà, hyper fiers. Et ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, on a rencontré le grand public, Ouais. qui est venu à nous et qui nous a dit: «Mais attendez, votre truc, ça répond à beaucoup plus que la maladie de Charcot». Ils nous ont parlé de, par exemple, leur oncle qui a fait un AVC et qui se retrouve en Leqvien syndrome, d'une personne qui a fait un accident de la route, Mmh. d'une personne qui est née avec une myopathie, pardon. Mmh mh. Et du coup, en fait, on s'est dit: «Ah oui, d'accord, donc ça répond à beaucoup plus de monde. Donc si on veut continuer ce projet, il va falloir qu'on se lance pour de vrai. Ouais. C'est plus un projet qu'on peut faire sur notre temps libre, Parce il que là, f» j'allais dire, tu étais étudiante encore à ce moment-là ou tu et à travaillais? ce moment-là, ouais, j'étais sur la fin de mes études. OK. Donc Face au marché du travail et tout, ça marchait? face au marché du travail et du coup, on s'est dit: «Bon, bah, là, c'est le moment. En fait, il faut en faire une start-up», enfin, là, OK, c'est super. On a eu une bonne note à l'école, on a eu la médaille d'or du concours Lépine, on a un prototype qui marche et on a un brevet.
Ok, mais Ouais. so what? Enfin, si on s'arrête là, qu'adviendra-t-il de ce super prototype qu'on a fait tester à plein de gens? Pour que ça puisse vraiment leur servir, il va falloir qu'on le produise et du coup, il va falloir en faire une entreprise à proprement parler. Quand tu dis ton prototype qui fonctionnait, ça veut dire que tu avais déjà fait la démarche d'aller voir des utilisateurs, des patients? Ah oui, oui, bien sûr, ça c'était depuis le tout début. J'ai toujours dit que ben, j'ai essayé de lancer le projet avec, énormément d'empathie, en me disant: «Bon, bah, voilà, moi dans cette situation-là, j'aimerais qu'il y ait des gens qui puissent trouver des solutions pour moi, donc je vais essayer d'en trouver une pour eux». Et puis, d'un autre côté, je me suis dit: «Bah, peu importe toute cette empathie finalement, ça suffit pas». L'empathie, ça aide pas à comprendre, ce que traversent ces personnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du coup, il va falloir qu'on aille leur parler et c'est eux qui vont nous diriger dans le développement. Donc à l'époque, on est allé sur Facebook pour Ah! aller contacter, des patients, les assos, les familles, OK. concernées et c'est vraiment eux qui nous ont guidés, à chaque étape. C'est-à-dire qu'au départ, on leur dit: «Bon, bah, voilà, on a une idée. A priori, ce serait une paire de lunettes avec quelques capteurs. Est-ce que ça vous irait? Est-ce que vous préféreriez plutôt un bandeau, un serre-tête ou je ne sais quoi?» Ils ont dit: «Non, lunettes, c'est très bien» et puis on est revenu avec un premier prototype qui tenait avec du scotch et de la ficelle, et puis avec des très gros capteurs et cetera et puis on leur a fait tester et puis de fil en aiguille, on en est arrivé à un 1er proto qui marchait bien. Magnifique, magnifique. Et donc là, vous êtes face à vous dites: «On a ce proto, on a ce brevet, il faut Mmh. qu'on lance une entreprise». Bah, c'est ça. En fait, surtout, je pense que c'est peut-être, on avait un côté un peu naïf, c'était de se dire le projet, n'allait pas s'arrêter, mais voilà, on savait bien que ça allait aller plus loin que la note à l'école. Le but, c'était vraiment de le fabriquer, mais on s'était dit: «On fait ça sur notre temps libre», ouais, voilà, sur notre temps libre pour que ça puisse se Le développer, mais plaisir, ouais. sans idée lucrative derrière et en réalité, ça, j'ai mis du temps à le comprendre, dans l'entrepreneuriat. Même, je pense que c'est à partir du moment où j'ai compris ça que je suis devenue entrepreneur. Avant ça, j'étais peut-être une étudiante avec une belle idée. C'est qu'en fait, je voulais absolument pas entendre parler d'argent. Pour moi, j'étais concentrée sur la solution. Je me suis dit: Ouais. «Mais si la solution, elle marche, l'entreprise, elle va marcher. Il y a pas de sujet derrière». Entre guillemets et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que si on faisait pas d'argent, on n'avait pas d'argent pour développer une solution. Si on n'a pas d'argent pour développer une solution, on n'a pas de solution et du Ouais. coup, on sert à personne et donc voilà, ça a été un petit peu À quel difficile moment t'as pour compris ça alors? Excuse-moi de te couper. ah non, mais pas de souci. Alors, il y a un petit interlude qui s'est passé Mmh. avant de proprement, lancer la start-up. C'est qu'avant qu'on prenne cette décision de transformer Wise en start-up, Mmh mh. j'avais déjà signé pour partir travailler 1 an au Japon après mes études. Ouais. Et donc ça faisait 6 mois que le contrat était signé, je pouvais pas reculer, c'était fait et je m'étais dit: Super, j'ai mon stage de fin d'études, j'ai 5 mois et demi, 6 mois, c'est parfait pour lancer une entreprise». En 6 mois, c'est clair que, voilà et Du donc Japon en plus. alors non, c'était avant de partir, Ça va avant de partir. partir. Je partais en septembre et je me OK. suis dit: «Hop, en avril, voilà, j'ai jusqu'à août, très bien, pas de souci». Surtout au mois d'août, c'est connu, Ah en ouais, France, super voilà, bien. on Ouais, tout travaille super avance, bien et hem et mmh OK. et donc voilà et donc en fait, c'est en m'éloignant finalement, en allant à l'autre bout de la terre, dans un endroit où j'aime bien dire que c'était chez moi sans être chez moi, c'était, les codes qui sont complètement bouleversés, et je pense que ça m'a remis la tête sur les épaules Mmh. et justement au Japon, on apprend à avoir, énormément d'humilité, à respecter, ses supérieurs et cetera. Ce qui fait que quand je suis revenue en France, en fait avant, ouh là là, du coup en termes de chronologie, c'est un peu dans tous les sens, mais On peut refaire on peut refaire. un petit Alors, chrome. en fait, j'ai fait j'ai fait mon stage dans Ouais. Wise, OK. qui n'était pas encore une entreprise, mais L'école a accepté c'était que tu dises: «En fait, moi, ouais, je vais lancer mon projet». exactement Là, ça faisait 2 ans que tu t'as fait dessus quand même et tu t'es dit: ça va être facile dans voilà, et fin août, c'est lancé, tout à fait. c'est fini Voilà, quasiment, exactement. C'est là où je dis que j'étais pas encore 7 ans plus entrepreneur, tard. c'est pas 7 ans plus tard, exactement. Alors c'est pas tout à fait 7 ans plus Non, tard, c'est 7 ans en comptant le moment où l'idée a c'est lancé émergé. du projet. OK.
Mais du coup, pendant mon stage, c'est vrai que j'étais à l'incubateur de mon école d'ingénieur et j'avais des mentors qui me disaient mais bon, ça super super projet, mais ça a jamais marché, justement pour des questions économiques, financières. Et en fait, donc j'avais 22 ans et j'étais quelqu'un de très fier et j'avais un peu cette manie que quand on me disait: «Bah, ça va pas marcher», je disais: «Bah, si, si, tu Ah vas bon? voir, ça va marcher». Et voilà, et en fait, le fait de revenir du Japon, je pense que ce qui a changé, c'est que j'ai appris à dire: «OK, alors ça va pas marcher comme ça, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça puisse marcher?» Parce que ça doit marcher, la question elle est pas là. C'est juste, qu'est-ce qu'on doit changer dans la stratégie pour que ça devienne une entreprise qui est viable, et qui puisse vraiment construire une solution, viable, Ok. pour les patients. Et donc, le Donc Japon voilà. t'a vraiment donné un petit cours d'entrepreneuriat, enfin, à Ouais, à quel moment ça a été en aussi... fait, je pense que j'avais besoin de me recentrer un petit peu. Et du coup, le fait d'être dans une entreprise où, j'ai beaucoup de choses à apprendre, où c'est pas du tout ma première langue, où enfin vraiment faut beaucoup se taire, Ouais. pour apprendre, enfin pour écouter en fait ses supérieurs et comprendre vraiment ce que je dois faire et ce qui est essentiel dans ma mission. Ça a fait que je me suis dit: Finalement, quand on écoute les autres, il se passe quand même beaucoup de choses. Mmh. C'est un bon mélange. Enfin, il faut avoir, de l'ambition, il faut être, quelqu'un qui ose, pour faire de l'entrepreneuriat, mais je pense qu'on a un peu tendance à caricaturer ça, à dire, «Ah bah, voilà, enfin, il y a rien qui l'arrête, Ouais. elle a pas froid aux yeux», et cetera. Bah, ça suffit pas finalement. Il faut, on est dans une société qui se construit avec, beaucoup d'individus et donc forcément, on a qu'à enfin, il y a qu'à gagner du point de vue des autres et peut-être que j'avais un certain, refus de l'autorité. Enfin, c'est un peu ironique parce que j'étais très bonne élève, très studieuse, très Ouais. mais cette idée que des gens puissent, savoir, ce qu'il faut faire dans mon entreprise à ma place, c'était hors de question, quoi. OK. OK. Et donc, tu aurais acquéri ce côté, je suis prêt à entendre des retours, au Japon. Oui, exactement. Je pense Intéressant. que c'était, enfin, je sais pas, ou peut-être que j'avais aussi besoin de faire une vraie coupure. Enfin, j'aime bien dire, le Japon pour moi ça a été un véritable voyage de Chihiro, Ouais. dans tous les sens du terme. Dans le sens que, en fait, Chihiro, dans le film, elle passe de l'âge enfant à l'âge adolescent et moi je pense que je suis passée de étudiante à adulte, en passant par, cet épisode de ma vie qui était au Japon. Et juste le fait d'avoir vécu des choses tellement différentes là-bas, le fait d'avoir des gens qui réfléchissent complètement différemment là-bas, ça a été juste infiniment enrichissant et du coup, en revenant, je ne pouvais qu'avoir, une vision très fraîche finalement, d'un projet que j'avais commencé il y a 2 ans plus tôt, quoi. Et donc, tu as fait quoi quand tu es revenue du Japon? J'ai fait quoi quand je suis revenue du Ouais, Japon? Bah, tu je me suis mise à plein temps sur Wise. Je me suis dit: «OK, pour que ça marche, il va falloir être à plein temps». Et du coup, la première chose que j'ai faite, c'est essayer de me former au maximum. En fait, j'ai fait je connaissais mais absolument rien de l'entrepreneuriat, mais rien du tout. J'avais pas de réseau, pas de ouais, rien, 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 ça s'apprend un peu quand même. oui, c'est clair, c'est clair et puis enfin, ouais, ça s'apprend à l'école et du coup, moi je partais de 0 donc j'ai fait, tous les salons, je me suis inscrite à des incubateurs, j'ai fait toutes les formations dans les incubateurs où j'étais, je me suis inscrite à toutes les office hours avec des experts, en tout genre d'ailleurs, des experts, en juridique, en comptable, enfin voilà, en levée de fonds évidemment, sur toutes ces choses-là et puis surtout la chose, que j'ai pas perdu, c'est «l'étoile du Nord» entre guillemets, c'est les patients, c'est les utilisateurs pour qui on fait ça et du coup, le fait de revenir du Japon et de reprendre contact, de ressortir, mes petits messages Facebook et de reprendre le contact avec, les principaux concernés par, tout Ouais, ce que j'essayais de faire, c'est ce qui a été, vraiment c'est ce qui a déclencheur. relancé, Ouais, Wise, exactement. après. Donc les premières étapes, c'est d'aller chercher les gens qui utilisent ton produit. Comment tu as validé la partie financière, justement? Comment j'ai validé la partie financière? Parce qu'en fait, tu es sur une deep tech, on est d'accord? Ça veut dire que tu vends pas Ouais. un produit directement et en fait, tu Mmh. lances ta boîte en vendant, c'est que Mmh. tu dis: «Je vais faire ça, Oui. promis, ça va répondre à vos Ouais, besoins» et ouais. donc
T'as des investisseurs, t'as levé des fonds? Alors, pas encore. Là, on ouvre notre capital pour la première fois en ce moment. Grâce au concours? Et voilà. Et en fait, depuis le départ, il y a un truc qui a été absolument génial, c'est que les gens sont vraiment touchés par ce qu'on fait. Et du coup, on a fait beaucoup de concours, beaucoup d'appels à projets. Et donc c'est comme ça qu'on s'est financé au départ. Et puis on a touché une première subvention de l'État qui est la bourse French Tech Tremplin, qui, comme son nom l'indique, a été vraiment le tremplin Ouais. pour faire nos premiers prototypes, pour tester à plus grande échelle, etc. Et puis, en fait, de fil en aiguille, à chaque fois qu'on avait un financement de plus, ça nous ouvrait d'autres portes. Et on est arrivé jusqu'au concours iLab. Alors c'est un peu spécifique, c'est le concours très deep tech, très innovation de BPI France. Et donc on a eu cette super subvention. J'ai vu Lila, bravo. Merci beaucoup. Beau dossier. Ouais, ceux qui connaissent savent. C'est un vrai dossier. Ça nous a pris, je pense, une semaine, nuit et jour. Ouais. 24 heures sur 24, on avait vraiment fait des nocturnes à l'incubateur pour remplir le dossier. Mais en fait, si je peux faire une petite parenthèse sur Lila, je trouve que c'est une très belle. Bon, l'État, on sait qu'il finance les Mmh. startups, mais c'est une belle manière de financer l'innovation à travers une demande de est-ce que vous avez bien des clients qui ont besoin, est-ce que c'est vraiment, ça répond à un vrai besoin, est-ce que ça a un impact positif, Tout à et à la fait. fin, dans ton genre, par exemple, bon, ok, j'ai l'impression que Wise, on peut leur donner de l'argent pour qu'ils fassent quelque chose, quoi. Et c'est une belle. C'est vrai, en Belle fait, idée. j'allais y venir en disant que vraiment, alors il y a beaucoup de choses à redire sur le gouvernement en France, mais c'est vrai en tout cas pour Wise, on a été énormément soutenus dans notre démarche d'innovation, et je pense que, on a une chance inouïe d'être ici, d'être aussi soutenus par l'État. Et justement, je pense que le fait d'avoir pu faire autant de concours, autant d'appels à projets, d'avoir pu bénéficier d'autant de subventions, ça nous a donné du temps pour développer une vraie tech qui marche et qui répond à un maximum d'utilisateurs. Et du coup, en fait, on a pu se donner le temps de cette phase de prototypage qui a été énorme, en fait. La R&D qu'il y a derrière, elle est juste monstrueuse. C'était pas les 6 mois, en fait, de stage qui. Ah oui, non. Là, mais on est passé par là aussi. Dans 6 mois, le produit est fini. de 3 ans après. Exactement. Mais c'est vraiment ça. Et du coup, en fait, au fur et à mesure de toutes ces années, c'est vraiment là où je me suis formée en tant qu'entrepreneur, où j'ai gagné en maturité, jusqu'à arriver à la vraie commercialisation en janvier 2024. Donc là, il y a tout juste quelques mois. Ouais, cool. Et avant ça, en fait, c'est pareil. Peut-être à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure, mais j'ai été énormément protégée. C'est-à-dire que on a évolué dans un écosystème qui a été très bienveillant avec notre projet, et de se dire, ok, ce projet-là, pour que ça marche, il va falloir du temps, il va falloir des ressources. Et du coup, on fait confiance à ces entrepreneurs pour le développer. Et ensuite, maintenant, on en est là, on en est à la commercialisation. C'est maintenant que tout se joue, et on est pratiquement en rupture de stock, donc tout va bien. Incroyable. Et donc aujourd'hui, Wise, si tu dois présenter Wise à quelqu'un en 2 mots, comment tu. En 2 mots, je sais pas si j'ai en 2 mots, en une phrase peut-être. J'ai le pitch en une phrase. On m'a pas encore demandé en 2 mots. T'as même 2 minutes si tu veux. En 2 mots, c'est innovation et accessibilité ou inclusion. Et en une phrase, c'est des lunettes connectées qui permettent à des personnes qui sont complètement paralysées et qui ne peuvent pas s'exprimer de piloter un smartphone, une tablette ou un ordinateur avec leurs yeux. Voilà. C'est n'importe quel smartphone. On n'a pas de jaloux, on est sur Android, iOS, macOS, Windows et même Linux. Donc tu as fait une démo juste avant, c'est assez impressionnant. Ok. Et donc vous êtes une entreprise de 5 personnes. C'est quoi vos pôles? C'est commercialisation, peut-être industrialisation? Alors, industrialisation, pas tout de suite. Au fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, alors nos lunettes, elles sont imprimées en 3D. Alors évidemment, c'est pas l'imprimante 3D qu'on a dans sa chambre. C'est une finition un peu plus complexe, mais le fait de pouvoir travailler avec des impressions 3D, ça nous permet énormément de flexibilité au niveau du design, et du coup, ça nous permet de faire des séries qui sont relativement plus restreintes.
Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas un gap énorme en faisant des petites séries ou des un peu plus grosses séries. Donc économiquement parlant et industriellement parlant, avec des gros guillemets, c'est plus intéressant pour nous de rester sur cette voie-là pour l'instant. En fait, les lunettes, alors oui, certes, elles sont commercialisées, mais il y a encore de la R&D à faire dessus. Non pas pour qu'elles marchent, mais pour qu'elles fassent encore plus de choses. Pour qu'elles aient de plus en plus Ton de enjeu, c'est de fonctionnalités. permettre de faire plus de choses aux patients. C'est ça. C'est en fait, alors il y a un truc que j'adore dans notre stratégie, c'est un peu notre secret sauce, pardon, voilà. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a un terme qui est un peu à la mode, c'est de parler de startups qui sont impact native. Donc en gros, des startups, pardon, on est à la station, il faut parler en anglais un petit peu. Mais en gros, c'est des startups qui, dans leur modèle économique et dans ce qu'elles commercialisent, font de l'impact. Donc nous, c'est vrai, pour chaque personne qui est équipée de nos lunettes, elle va pouvoir retrouver de l'autonomie dans son quotidien. Donc ça c'est vrai, certes. Mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que par exemple, on a commencé les essais sur fauteuil électrique. Donc en fait, avec nos lunettes, on arrive déjà à avancer dans toutes les directions, à faire pivoter le fauteuil, à modifier l'assise, etc. Donc bon, ça c'est super. Alors, il y a encore du travail à faire. Pour la petite anecdote, quand je les ai testés, j'ai foncé dans une table. C'est honnête. Voilà. Ça fait 3 ans que je ne conduis plus de voiture, donc je ne conduirai pas plus de fauteuil électrique. Il y a encore du boulot, évidemment, mais bon, on se rapproche de ce contrôle-là. Et en fait, au-delà de ça, le fait de pouvoir contrôler des fauteuils électriques, ça permet plusieurs choses. Ça permet certes d'amener plus d'autonomie aux patients qu'on équipe déjà, mais ça nous permet de répondre à encore plus de patients, notamment des personnes qui sont tétraplégiques, mais qui sont capables de parler, bien sûr, tous les jours, et qui, aujourd'hui, ont des solutions qui sont soit onéreuses, soit douloureuses, soit inconfortables pour piloter leur fauteuil. Et donc, en fait, ça nous permet d'élargir notre cible d'utilisateurs, ce qui fait qu'en fait, comme à partir des mêmes lunettes, on fait plus de choses et on répond à plus de monde, et on n'a pas besoin de les rendre plus chers ou beaucoup plus chers en tout cas. Et donc c'est un peu ça notre secret sauce que je disais tout à l'heure, c'est de faire de l'impact, mais de l'impact qui fonctionne comme un cercle vertueux entre guillemets. Plus on grandit, plus on permet d'autonomie et plus on répond à de monde. Et plus on fait ça sans augmenter tes coûts, sans augmenter nos coûts, exactement. Et qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents à 22 000 € alors ? Alors, qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents à 22 000 €? En fait, ce qui nous différencie, c'est que nous, on a commencé quand on était étudiants et qu'on avait un super budget, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, de 30 € pour faire notre premier proto. Donc forcément, on n'avait pas les moyens d'aller s'acheter des super caméras hyper technologiques, etc. Donc on a opté pour des capteurs infrarouges. C'est tout petit, un capteur infrarouge, ça fait quelques millimètres en longueur, en largeur et en hauteur. Et du coup, en fait, ces capteurs infrarouges, ça nous permet 3 choses. La première, c'est que, en fait, on a un peu recodé ce que font nos concurrents avec une caméra, c'est-à-dire qu'on a recartographié. Une caméra qui est beaucoup plus chère que ton capteur. Oui, en effet. Mais du coup, en fait, on a pallié le manque de moyens avec plus d'innovation entre guillemets. C'est-à-dire que on vient cartographier les mouvements de la personne, les yeux de la personne, pour détecter n'importe quel mouvement autour ou dans les yeux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter un clin d'œil, un haussement de sourcil, un froncement de sourcil, ou encore le mouvement des pupilles, de la paupière. En fait, on travaille avec des personnes qui, parfois, sont tellement paralysées qu'elles peuvent pas bouger leurs paupières, ou sont tellement paralysées qu'elles peuvent bouger leurs pupilles que sur une toute petite plage de gauche à droite, par exemple. Et donc, il va falloir s'adapter à ces personnes-là, ce que ne font absolument pas nos concurrents. Et puis à l'inverse, on travaille aussi avec des personnes qui ont des mouvements incontrôlés, donc qui vont bouger sans arrêt, et on va devoir filtrer leurs mouvements à eux. Et puis, alors la deuxième chose, c'est que ces capteurs infrarouges, en fait, ils fonctionnent exactement pareil qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, que la personne elle soit dans son lit ou dans son fauteuil, même en mouvement en train de le contrôler, c'est pas encore le cas, mais bientôt. Et du coup, donc ça permet d'utiliser ces lunettes vraiment dans n'importe quel environnement.
Et donc de pouvoir sortir de chez soi et être sûr de pouvoir communiquer quand on est en balade ou de pouvoir communiquer à l'hôpital par exemple ou ce genre de choses. Et puis la dernière chose, c'est qu'effectivement, les capteurs infrarouges, c'est beaucoup moins cher que des caméras. Du coup, ça nous permet d'avoir des lunettes qui sont beaucoup plus accessibles que nos concurrents. Alors nous, nos lunettes, elles sont proposées à 2 500 €. Sachant que, comme on les a faites certifier, elles sont prises en charge par un organisme qu'on appelle la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. Elles prennent en charge 75% de nos lunettes pour les personnes qui ont moins de 60 ans, alors ça devient un peu technique. Ok. Du coup, pour les personnes qui ont plus que 60 ans et qui n'auraient pas les moyens de se les payer, on travaille avec pas mal d'associations qui acceptent de les acheter et de les prêter à ces personnes-là, qui deviennent adhérentes de l'asso. Et puis nos concurrents, eux, ils sont plutôt entre 8 000 et 22 000 €. Donc c'est sûr que c'est pas tout à fait le même tarif. Merci beaucoup. Très belle histoire, très belle histoire, Sarah. Tu as un peu répondu, mais c'est quoi pour toi un entrepreneur? C'est quoi pour moi un entrepreneur? Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions à des enjeux sociétaux, enfin sociétaux, j'entends sociaux et environnementaux. Mmh. Voilà. C'est qui propose des solutions donc. OK, et c'est quoi les qualités d'un entrepreneur? Déjà, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Je pense un entrepreneur qui écoute rien, c'est pas un entrepreneur, comme je disais tout à l'heure. Les trucs que tu as dit, ouais. Mais qui est à l'écoute à la fois de ses utilisateurs, de ce dont a besoin de la société, de ce qui change aussi, au jour le jour, qui est à l'écoute des autres startups, qui innovent, aussi. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un forcément qui doit avoir un petit peu d'ambition, qui en fait, part du principe que ce qui existe aujourd'hui peut être amélioré, et que du coup, voilà, il est prêt à le faire et à se lancer pour ça. Très Et c'est quoi toi ton ambition pour Wise là? Dans quelques années ou, à court terme ou à long terme comme À tu veux? court terme ou à long terme, en fait, moi j'ai vraiment envie que Wise, ça devienne un exemple, d'entreprise à impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là encore plus parce qu'on lève des fonds en ce moment et cetera et puis on a de la chance d'avoir des investisseurs qui commencent à nous faire confiance et à rentrer au capital, donc on est immensément fiers. Mais pendant longtemps, j'ai beaucoup entendu le fait que, voilà, on est une entreprise qui fait du hardware, on s'adresse à une toute petite cible, ça sera pas rentable, et cetera et en fait, c'est un discours que j'accepte plus, parce qu'en fait, on a un business model qui, en toute humilité, est très intelligent. En fait, on fait bien les choses, Tient la route, ouais. qui tient la route, et puis en plus de ça, en fait, le fait de dire c'est un tout petit marché, j'ai horreur de ce terme-là, c'est que, en fait, aujourd'hui, c'est une communauté de personnes qui est mal représentée, qui est mal équipée, qui est mal desservie et donc c'est pas parce que, il y a très peu de personnes par rapport à la planète entière que en fait, il faut pas, qu'il faut pas les équiper, il faut pas améliorer leur quotidien Cette et phrase de: «Attends, ton marché, il fait moins de 3 000 000 €», ouais, c'est ça, exactement. tu te dis: «Tu mais quoi? Comment?» Exactement et du coup, en fait, moi, j'ai envie que dans quelques années, on se dise: «Mais, enfin que ce soit plus un discours acceptable en fait, qu'on se dise: Mmh. «Mais Wise a fait, mais regarde cette super boîte, qui est là, qui est internationale». D'ailleurs, on est ravis d'avoir déjà des utilisateurs à l'international. Mais cette super boîte, qui est hyper vertueuse, et cetera, elle marche, elle croît, et du coup, Elle répond à un besoin elle répond à un immense. vrai besoin et surtout elle est rentable, et Mmh. elle continue de croître. Donc c'est plus entendable en fait de dire l'impact, c'est pas rentable. OK, Voilà, j'ai envie qu'on devienne une entreprise exemple. magnifique. Magnifique. Tu connais ce que c'est les ESUS dans l'ESS ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est vrai que nous on répond à ces critères, d'entreprise sociale et solidaire. On n'a pas l'agrément et c'est une question de formalité. Là, on va modifier nos statuts, donc peut-être qu'on le fera. C'est parce que j'ai parlé avec Jean-Michel Pasquier qui est le Ah ah! porte-parole de l'ESS en France et donc il m'a raconté tout ce que c'était, tout ce que ça impliquait. Et je trouvais ça résonne avec ce que tu viens de dire. OK. Est-ce que tu as des moments ou des rencontres dans ta vie ou dans le cadre de Wise qui ont vraiment, pour toi changé ton chemin ou fait basculer,
Ouais, ton chemin. complètement. Tu voudrais remercier peut-être. Ah oui, mais alors, les premières personnes à remercier, c'est chacun de nos testeurs et chacun de nos utilisateurs. Et je pense que en fait, j'aime bien dire, à chaque nouvelle personne qu'on équipe, c'est une belle histoire qui s'écrit. C'est une histoire qui s'écrit avec les yeux. Voilà. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une rencontre qui est absolument passionnante. Il y a un utilisateur, enfin un jeune homme qui s'appelle Gwen, qui avant d'être complètement paralysé, était alpiniste. Donc il a gravi les monts les plus hauts de cette planète. Et puis aujourd'hui, on échange beaucoup sur ça, par exemple. Et lui, ça a été une rencontre assez merveilleuse. En plus, il a pris des photos magnifiques de chacune de ses expéditions. Donc moi qui aime beaucoup voyager, c'est vrai que c'est très inspirant. Et puis il y a 2 rencontres auxquelles je pense un peu plus que les autres, parce qu'en plus de m'avoir changé moi, elles ont changé beaucoup de choses pour Wise. La première, c'est la rencontre avec José. C'est un grand coureur de marathon qui, aujourd'hui continue de courir des marathons en étant complètement paralysé, parce qu'il a la maladie de Charcot. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, il continue de courir, mais en étant poussé dans des fauteuils adaptés, qu'il a fait appeler des Josettes. Donc c'est des fauteuils absolument parfaits pour les courses. Et du coup, il y a tous ces coureurs qui sont là, qui courent avec lui et pour lui. Et donc en fait, l'objectif avec José, c'était de pouvoir communiquer pendant un semi-marathon, un marathon, etc., de pouvoir encourager ses pousseurs, de pouvoir leur demander de s'arrêter sur des ravitaillements, de pouvoir les diriger aussi sur des trails ou ce genre de choses. Et du coup, donc on a beaucoup fait tester les lunettes à José jusqu'à ce qu'il devienne, je pense, notre premier utilisateur. Je sais pas si je me trompe, c'est peut-être lui le premier. Mais du coup, voilà, il nous a mis au défi de venir le pousser sur des semi-marathons. Et puis on a fait une première course, puis une deuxième. Et puis là, il m'a emmenée au marathon de Paris. Donc depuis cette année, je suis devenue marathonienne grâce à José. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas meilleur crash test que de faire des courses avec José, où il y a des montées, des descentes, des cailloux, des pneus crevés, des choses comme ça, la pluie, le vent. Donc voilà, si les lunettes tiennent les 5 heures de course sans flancher, c'est que tout va bien. Et la deuxième rencontre, c'est avec, la dernière Et rencontre. avant de passer sur celle-là, ça m'a fait des... Non, mais ça m'a fait des frissons ce que tu as dit avec José. Au-delà de la partie Wise, est-ce que rencontrer quelqu'un qui fait des marathons, devient paralysé et finalement arrive à faire en sorte de courir des marathons, ça se fait pas, tu te dis pas, ok, Mais tout est possible en fait. mais c'est ça. Alors moi, on m'a souvent posé la question de mais c'est pas difficile de au quotidien fréquenter des personnes qui sont paralysées, qui ont autant de difficultés au niveau de la santé. Et en fait, je pense que ça doit être la partie la plus belle de mon métier, c'est que chacun de nos utilisateurs, c'est une véritable inspiration en fait dans la manière dont ils se battent pour vivre et pour vivre des sensations les plus belles, les plus fortes, enfin voilà, et partager leurs émotions. Il y a plusieurs patients qui ont écrit des livres qui sont plus merveilleux les uns que les autres. Chacun écrit avec les yeux, évidemment. Et du coup, c'est impossible, en fait, en faisant des rencontres pareilles, de s'arrêter. En fait, de se dire, Wise, demain, on s'arrête, quoi. C'est dur en ce moment, j'ai la flemme. Ouais. Exactement, Wow. c'est grâce à eux qu'on continue, c'est pour eux qu'on continue. Et en fait, ce que je dis avec José, c'est que, ok, c'est nous qui sommes derrière le fauteuil, mais c'est lui qui nous pousse tous, finalement. Enfin, on aime bien dire que dans l'équipe, il y en a aucun qui aime courir, que José, mais on est là pour lui, et c'est grâce à lui, il arrive. Mais moi, enfin, je pense qu'on peut recontacter tous mes profs de sport à l'école, leur dire, mais Sam Garloul qui a fait un marathon, je pense qu'il rigole, quoi. Trop cool. Ça, c'est beau à entendre. Et deuxième personne, alors je t'ai écouté tout à l'heure. Non, je t'en prie. Et la dernière personne, c'est un jeune homme qui s'appelle Axel, qui a à peu près mon âge en plus, et qui a fait un accident de la route il y a maintenant 10 ans. Et en fait, cet accident de la route, ça l'a rendu cérébro-lésé. Donc en gros, ça veut dire qu'il a des lésions dans le cerveau. Donc il est complètement paralysé. Et en plus de ça,
du fait de ces lésions, quand on regarde un scanner ou un IRM, on sait pas trop ce qui se passe dans la tête d'Axel, on sait pas ce qu'il est capable de comprendre ou pas. Et donc, On en voit fait, qu'il manque des parties. alors, c'est vraiment On comme voit des qu'il manque. griffures, en fait, Ok. quand on regarde. Donc, forcément, en termes d'activité, enfin, voilà, c'est difficile Ouais. à discerner. Et forcément, ça a été toute une progression. Il a fait beaucoup de séances, notamment d'orthophonie avec son orthophoniste qui est absolument génial. Et donc, ça a été tout un parcours de récupération, mais pendant longtemps, on ne savait pas ce qu'il entendait ou pas, enfin, etc. Et donc, je suis rentrée en contact avec ses parents et on a décidé de lui faire tester les lunettes. On s'est dit, bah, on ne saura pas sans lui faire tester. Et donc, en fait, quand on lui a fait tester les lunettes, on a vu qu'il réagissait. Enfin, dans la monture, on a des petites vibrations, des petites lumières. C'est justement fait pour la rééducation. Et on a vu qu'il réagissait. Donc, on s'est dit, bah, on va continuer les séances. On va en faire toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Et en fait, au bout de 4 mois, on a réussi à faire utiliser à Axel une tablette pour qu'il puisse sélectionner des pictogrammes pour répondre à des questions. Donc en fait, on a eu la preuve qu'il entendait, qu'il comprenait, qu'il était capable de faire des choix. Ce qui n'avait jamais pu être compris avant parce que. En fait, on n'en était pas sûr. Forcément, sa famille, elle avait cette intuition parce Bien qu'elle sûr. le connaît. Et donc, Axel, il était capable de dire oui avec les yeux. Donc, en fait, il baissait les yeux, mais on savait pas forcément si c'était volontaire ou pas. Parfois, s'il est pas d'humeur, il répond pas, ce genre de choses. Et donc là, pour la première fois, enfin, son orthophoniste a dit, il est sorti du silence et c'était un moment juste incroyable où son orthophoniste, sa mère, son auxiliaire de vie et moi, on a toutes pleuré, très clairement. Et parce que voilà, on a eu la preuve qu'en fait, il n'était pas du tout en état végétatif comme ce qui était prédit au départ, et que aujourd'hui, il y avait encore un long parcours dans son autodétermination. Et encore une fois, ça a été une belle révélation pour Wise parce que ça nous a montré qu'on pouvait permettre à des personnes d'apprendre ou de réapprendre à communiquer et donc répondre à encore plus de monde d'une manière différente, mais avec toujours les mêmes lunettes. Extra nouvelle fonctionnalité. Exactement. Wow. Je comprends que ça t'ait marqué. Ouais. Je m'attendais pas que tu me parles de tes patients quand je me suis dit, ok, je vais demander qui l'a marqué. Souvent, on dit oui, un mentor. Forcément. Non, mais c'est beau que ça devienne directement en tête. Je voulais te demander tes plus grandes fiertés, mais je crois que c'est assez clair. Je crois que c'est assez clair. Non, mais écoute, sur un tout autre sujet, comment, en tant qu'entrepreneur impact, justement, tu te places face aux crises écologiques, aux crises sociales qu'on traverse? Toi, tu te dis, mais en fait, je me lève tous les jours pour aider des gens et j'ai l'impression que c'est pas le cas de toutes les populations. Comment tu arrives à te garder le sourire? Encore une fois, je pense que peut-être c'est la part d'enfance que j'ai gardée en moi, pardon. Où en fait, on a eu la chance d'être nés, on est de la même génération, Ouais. on est nés dans un contexte de paix. Et donc pour nous, la paix, c'est la base en fait. Que tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est temporaire et on reviendra à la paix forcément. Donc déjà, je suis obligée de voir le verre à moitié plein, parce que sinon je sais pas comment comment avancer autrement. Et puis, en fait, chaque jour, je me dis, Wise, c'est une entreprise qui normalement a un impact plutôt social, mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire des choses à notre échelle pour protéger l'environnement. Par exemple, on est hyper fiers de produire nos lunettes en France et en Belgique. Alors forcément, nos composants viennent d'Asie, mais parce qu'ils sont pas fabriqués ailleurs sur la planète. Mais on a un circuit qui est le plus court possible. On fait tout le plus localement possible. Ouais. Quand il y a des lunettes qui sont plus utilisées par des patients, on essaye de les reconditionner. Parfois, il y a des dons qui sont faits à des associations et du coup, c'est des lunettes qui sont réutilisables. Dans la manière dont on cherche, pareil, chacun de nos composants est pensé pour être minimisé, Le plus efficient, etc. Et puis, dans l'entreprise, on a pas mal de petits bons réflexes. Enfin, c'est tout bête, mais par exemple, le matériel de test, les ordinateurs, les iPhones, les machins, ils sont achetés sur le back market, forcément. Et puis, moi, j'utilise Ecosia, voilà. Non, mais c'est nul de le dire comme ça, mais en fait, je me dis, c'est plein de petits bons réflexes comme ça.
qui font que. Et puis, pareil, alors je vais leur faire de la pub, pardon, mais notre assureur, c'est Altovia. Il y a beaucoup de monde qui les connaît. C'est un assureur qui est responsable. En fait, tous les bénéfices de Altovia, je crois que même 50% de son chiffre d'affaires sont reversés à des causes pour la protection la protection des forêts, le nettoyage des océans, etc. Donc je me dis, en fait, c'est à tous les niveaux, autant qu'on peut, on essaye d'avoir un impact positif. Et comme tu es entouré de ça, tu te dis... tu te blindes entre guillemets sur des choses qui vont dans le bon sens et ça te permet peut-être moins voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ça. En fait, je m'enferme un petit peu dans cette bulle-là parce que ça me permet d'avancer. Mais c'est d'autant plus difficile, là, pour parler un petit peu de l'actualité, mais c'est vrai que je pense qu'on s'est tous un petit peu pris une claque aux européennes hier. Nous sommes le 10 juin, pour ça. Nous sommes le 10 juin, exactement. Et puis l'Assemblée qui est dissoute, évidemment, de se dire, mais c'est pas possible, les partis de l'extrême droite montent et puis les électeurs de l'extrême droite se mobilisent pour voter. C'est pas possible de se dire il fait beau, c'est le week-end, la flemme d'aller voter, quoi. Enfin, et puis pour être totalement honnête, moi c'est vrai que les européennes, je pensais que c'était pas les élections les plus importantes, mais je me dis mais la planète crame et puis il y a la guerre un peu partout, donc c'est bien à l'échelle de l'Europe qu'il y a ce genre de décisions qui sont prises, et donc si on veut que ça change, il va falloir aller voter. Donc voilà, hier je suis un petit peu tombée des nues, parce que encore une fois au quotidien je me dis mais regarde, à Station F il y a tellement de personnes qui s'engagent pour un monde meilleur. Mais t'arrives à garder le sourire et je pense à être consciente de ce qu'il y a à côté, mais à ne pas tomber dans une dépression. Ok, merci beaucoup. Mais dans ce cas-là, parfois je m'enferme un peu dans le déni. En fait, je préfère penser qu'on avance parce que sinon, je sais pas avancer autrement, quoi. Je partage un peu cette position. C'est bien de se faire des piqûres de rappel de temps en temps, mais c'est ça. C'est pas. Pour une dernière question, quel conseil tu donnerais à la jeune Sarah, peut-être qui se lançait dans Wise, où tu as le droit d'être déguisée, donc elle ne sait pas que c'est toi. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Qu'est-ce que je dirais ? Je lui dirais d'être un peu plus patiente. C'est vrai que j'ai voulu faire les choses très vite. Et beaucoup pour des très bonnes raisons, c'est vrai que il y a ce sentiment d'urgence quand on travaille avec des personnes notamment qui ont la maladie de Charcot. C'est une maladie qui évolue très très vite, donc les personnes se paralysent à une vitesse qui est fulgurante et parfois perdent la vie très rapidement. Et du coup le fait que la solution ait pas été prête tout de suite, je me mettais beaucoup de pression là-dessus, mais en fait, il y a des choses qui prennent du temps et du coup d'être un petit peu plus indulgent face à ça, en fait, de se dire il faut prendre le temps de faire bien les choses. Non pas que les choses étaient mal faites, mais j'étais frustrée que ça prenne du temps pour bien les faire. Donc ça c'est la première chose, et puis la deuxième, c'est vrai que je l'ai un peu dit, mais ça va avec, mais d'écouter, parce que la majorité des personnes qui m'ont conseillé à cette époque-là me conseillaient d'être patiente, et donc de les écouter un petit peu plus là-dessus. Et puis voilà, puis je l'ai beaucoup fait, mais de se former, je pense que on se forme jamais assez. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment moins d'1 minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!